Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous parlons de la fin de vie. Et cette fois, c'est la fin de vie en République avant d'éteindre la lumière aux éditions du Cerf avec Erwan Le Moredec. Bonjour, monsieur. Bonjour. Maître Erwan Le Moredec, avocat, fin de vie en République. Moi, je pensais que vous alliez parler du Covid. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui dépasse et de loin, effectivement. Le Covid, il faut le dire, c'est toute cette histoire de choisir sa vie, choisir sa mort, le droit de mourir dans la dignité, l'euthanasie, les soins palliatifs. Vous parlez de tout ça. Et non seulement vous avez pris position, mais vous avez enquêté, effectivement, dans des unités avec des soignants, avec des médecins. Et le juriste que vous êtes a effectivement posé le problème. Je rappelle que la proposition de loi d'Olivier Falorni donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, examiné le 8 avril 2021, et ça a été, vous venez me le dire hors antenne, l'article 1 a été voté, et puis en principe, les heures d'article, s'il y a session en février, ça peut être voté avant la fin du quinquennat et avant la fin de la session du Parlement. Si c'est remis à l'ordre du jour, et notamment dans la niche parlementaire du groupe Liberté et Territoire, qu'ils l'avaient fait en avril 2021, si c'est remis à l'ordre du jour dans leur niche, enfin s'ils choisissent de le mettre, oui, ça peut être voté, s'ils ont le temps. La dernière fois, ça avait été bien heureusement bloqué par certains députés qui s'étaient battus contre ce texte et avaient empêché que ça arrive à son terme à la fin de la journée. Là, si le temps est suffisant, ça peut être examiné. Encore faut-il après que les députés En Marche viennent au secours de Liberté et Territoire en votant le texte. Oui. Alors justement, on va commencer d'en parler, on va en parler très longuement après les informations. Erwan Le Moredec, au fond, on parle peut-être de la peine de mort, non pas la peine de mort effectivement abolie par Badinter et autres, mais au fond, vous posez la question de la liberté, de la dignité, la question qui se pose toujours dans ces cas-là, on sait tous, c'est Malraux qui disait « L'homme est le seul animal qui sait qu'il doit mourir ». Effectivement, nous sommes mortels, non seulement les hommes mais les civilisations, etc. etc. Et au fond, l'une des thèses, effectivement, de ceux qui veulent, effectivement, ou l'euthanasie, ou l'arrêt des soins et le choix, c'est de dire, écoutez, on choisit sa vie, pourquoi ne choisit-on pas sa mort ? Et vous dites, choisir sa mort, oui, mais à quel prix et comment ? Oui, et puis surtout, cette idée que ce serait une marque de liberté me semble complètement désincarnée. On a l'impression qu'on pense à un patient qui s'arrêterait à un moment donné dans le cours de son agonie et qui poserait les bases de son questionnement et dans une manifestation de liberté glorieuse déciderait la mort. À la fin de la vie, c'est pas la liberté qui est le maître mot, c'est la vulnérabilité. À la fin de sa vie, et quand on est faible, on est fragile, et puis on est malade. Voilà, on est malade, on est fatigué, on est parfois isolé, on dort mal, on souffre, on a des proches qui parfois même, je n'incrimine pas du tout les proches, parfois même par bienveillance, les proches se disent, c'est pas lui, il aurait pas voulu ça, il faut en finir. Donc même le patient voit ça dans le regard de ses proches parfois. Il peut aussi, il y a eu sur certains sujets des études, parfois les patients eux-mêmes se disent il vaudrait mieux être mort que d'être dans cette situation-là. On est aussi soumis à une culture qui valorise la beauté, la performance, etc. Enfin, tout ça fait que vous ne vous déterminez pas véritablement librement. Et on a besoin de protéger le patient en fin de vie, pas de croire qu'il est absolument libre. On va en parler, liberté, dignité, etc. On va en parler longuement avec Erwan Le Moredec. C'est un vrai sujet, c'est un sujet extrêmement important qui nous concerne tous, bien sûr, après les informations. Et que vous ayez vécu cette situation, que simplement le sujet vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300. La blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je suis pas le seul. Tous ceux qui vont mourir un jour sont dans tous leurs états à un moment donné. Et nous sommes tous mortels, comme disait André Malraux. Les hommes sont des animaux qui savent qu'ils doivent mourir. Ce sont les seuls d'ailleurs.
Vous dites fin de vie en République avant d'éteindre la lumière, Erwan Le Moredec aux éditions du Cerf. Alors moi, je vais vous parler de deux, je dirais pas anecdotes, de deux histoires personnelles qui m'ont touché dans ma famille et mes amis les plus intimes. Rapidement, une première, ma tante, la femme de mon oncle, a eu un cancer à 85-87 ans. Et alors, il faut que je vous dise, elle vit dans l'Oregon. Vous savez que le droit de mourir dans la dignité, enfin, ils ont et c'est permis là, parce que c'est en fonction de suicide assisté. Ouais. Voilà, suicide assisté, exactement. Et elle a dit, moi, je ne veux pas mourir, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas me dégrader. Elle était encore bien, enfin bien. Je veux dire, elle n'était pas légume, en chaise roulante, etc. Et elle a demandé donc à ce qu'on lui fasse ce processus. On lui a demandé 2 ou 3 fois, évidemment, parce qu'on renouvelle, on ne sait pas, une fois, vous voulez toujours 3 mois après. Elle a dit oui, et voilà, elle est partie comme ça, de son plein gré, et je dois dire simplement, avec toute sa conscience, j'en témoigne, parce que c'est quelqu'un, j'allais souvent en Amérique la voir, elle venait souvent à Paris, donc voilà. Deuxièmement, un ami intime, André Asseo, paix à son âme, un ami, vraiment un frère pour moi, m'avait demandé, lui il était fatigué, il était en chaise roulante, mais il en avait marre. Rien de spécial, il avait toute sa tête, il avait tout ce truc, il en avait marre. Et il m'a dit un an et demi avant, écoute, trouve-moi quelque chose à toi, je t'en parle, tu es mon ami intime, trouve-moi, il faut que je parte, j'en ai marre, ça va, j'ai vécu une vie formidable, et il a une vie formidable, maintenant j'en ai marre, je veux partir. Et vraiment, alors toute sa tête, lui aussi, tout ça, très calmement, et il n'était pas en train de souffrir, c'est important, il n'est pas en train de souffrir le martyre par un cancer ou quelque chose comme ça. Et évidemment, en France, c'est interdit, donc il fallait qu'il aille en Suisse ou en Belgique, il ne pouvait pas, parce que en chaise roulante, tout ça. Mais j'étais très embêté, parce que d'un côté, il me disait, écoute, faut que tu fasses ça pour moi, parce que ça va, j'ai vécu magnifiquement. Il avait 90 ans, ou 91 ans, 90 ans. Il me disait, ça va, j'ai fait ma vie. Alors, vous dites ça, que dites-vous à tous ces gens, enfin tous ces gens, il y en a beaucoup comme ça, j'en cite 2, mais on peut en citer des milliers, et est-ce que quand même, moi je suis tout à fait d'accord avec vous dans votre livre quand vous écrivez que surtout ne pas avoir d'obligation en quoi que ce soit d'un côté comme d'un autre. Et surtout, vous avez tout à fait raison, qu'on n'utilise pas cela pour que une famille peu scrupuleuse en profite pour, et Dieu sait s'il peut y avoir des choses. Mais autrement, est-ce que la liberté et la dignité, d'ailleurs, parce que ces gens-là étaient très dignes et très libres, est-ce qu'elle ne doit pas jouer aussi dans le sens de la liberté de choix ? Erwan Le Moredec. Écoutez, il y a 2 choses. Déjà, quand on en arrive sur ce débat, et sur un débat un peu législatif, mais je vais en rester sur le côté humain, oui. On doit nécessairement prendre une décision qui s'appliquera à tous. Et donc on se retrouve à devoir choisir, avoir une alternative ultime qui est entre le fait de devoir laisser vivre des gens qui voudraient mourir, ou se retrouver... Non, d'obliger à vivre à des gens qui voudraient mourir. C'est pas seulement laisser vivre. Admettons. C'est obliger à vivre. Non, mais oui, allez-y. ou d'administrer la mort à des gens qui ne le voudraient pas réellement. Absolument. Est-ce qu'on accepte de prendre ce risque ? Et ce risque, il n'est pas théorique. Moi, je reviendrai sur votre cas, mais je pense en particulier au cas d'une jeune femme qui a témoigné, avec qui j'ai échangé, de sa grand-mère qui a été euthanasiée au Canada. Elle a demandé l'euthanasie. Elle a été euthanasiée, d'ailleurs, pas dans le délai légal, dans un délai raccourci, sans prévenir la famille. Et après son euthanasie, dans sa maison de retraite, une voisine a écrit une carte en hommage, et elle a écrit notamment ceci: « Ça lui ressemble tellement, elle ne voulait déranger personne. » Cette femme, elle était libre et saine d'esprit. Elle a pris cette décision d'être euthanasiée, libre et saine d'esprit. En toute lucidité. Mais est-ce que vraiment on peut accepter que dans notre société, on soit conduit à demander l'euthanasie, qu'on vous accorde l'euthanasie parce qu'on ne veut pas déranger les autres? Est-ce que c'est juste une question de liberté, ou est-ce que c'est aussi le fruit de notre culture, d'une culture aussi qui ne prend pas soin et qui prend de moins en moins soin de nos aînés, qui leur laisse effectivement
peu d'espoir d'une prise en charge convenable, une culture qui est de plus en plus individualiste, qui fait aussi, alors il y a des, je dirais, des circonstances atténuantes. C'est vrai que les enfants aujourd'hui, par rapport au siècle passé, habitent souvent aux quatre coins de la France. C'est compliqué de s'occuper des parents ou du monde. Je le comprends, mais c'est aussi le fait de l'isolement dans lequel on laisse souvent nos aînés, qu'ils peuvent les amener à se poser ce genre de questions. Alors j'aimerais qu'on se pose des questions préalables et effectivement que l'on se soucie surtout d'apporter aux personnes la possibilité de choisir avec une vraie liberté, c'est-à-dire pas je suis tout seul souffrant et isolé ou je demande la mort, mais je suis entouré. Oui, alors je voudrais répondre deux choses. D'abord, par rapport à votre exemple du Canada, bon, il y a une carte postale qui dit ça. Allez savoir si vraiment elle est partie uniquement pour ne pas vouloir déranger les autres, et c'est pour ça, je ne sais pas. Ça, évidemment, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais quand même, dans les deux cas que je vous ai cités, par exemple, ce sont des gens qui étaient entourés, qui n'étaient pas seuls, qui étaient dans une famille et très entourés, vraiment. Il n'y avait pas du tout de solitude, d'abandon. Mon ami était marié, sa femme était avec lui tout le temps, les amis venaient le voir. Il n'y avait pas, si vous voulez, d'abandon. Il y avait un sentiment, et je rejoins au cœur de votre livre, dépassons les cas. Est-ce que ce n'est pas un sentiment intérieur à partir du moment où on est en pleine lucidité, je répète, et à partir du moment où on est dans la conscience, bien sûr, parce que s'il n'y a plus de conscience, c'est autre chose, c'est un autre cas. Est-ce que vous n'êtes pas quand même, au nom du libre arbitre, de quelqu'un qui dit, écoutez, moi j'estime avoir fait mon temps, dans tous les sens du terme, et voilà, j'ai envie de partir. Je ne dis pas qu'il faut appuyer, je ne dis pas qu'il faut encourager. Je dis simplement que, est-ce qu'il ne faut pas garder, justement, cette marge de manœuvre? Pourquoi? Vous dites la loi, c'est intéressant, c'est au législateur que je parle. La loi s'applique à tout le monde. Mais dans ce cas-là, comment peut-elle s'appliquer à tout le monde, puisqu'il s'agit de conscience individuelle? Mais parce que la loi est par définition générale. Elle ne peut évidemment pas prévoir de simples cas particuliers. Elle ne peut pas faire autrement. Le législateur ne peut pas faire autrement que d'adopter une norme générale. Et moi, je comprends évidemment les demandes d'euthanasie. Je comprends évidemment que l'on puisse vouloir mettre un terme à sa vie à un moment où on l'a décidé. Je comprends aussi que la douleur puisse vous amener à le souhaiter. Et à aucun moment il s'agit de laisser les personnes avec ça. On a de merveilleux... Pas vous les laisser dans leur souffrance, qu'elle soit morale, psychique ou physique? Non, absolument pas. Si j'ai fait ce travail, et ça fait peut-être 25 ans que je m'intéresse à cette question et aux soins palliatifs. Si j'ai fait ce travail, c'est parce que il me semble impossible de donner la mort à quelqu'un, de lui ôter la vie, mais impossible aussi de le laisser souffrir. Il n'y a pas d'idolâtrie de la vie, il n'y a pas de complaisance avec la souffrance. Moi, les gens que j'ai rencontrés, pour lesquels j'ai une admiration sans borne, se battent 24 heures sur 24 contre la souffrance des personnes en fin de vie. 24 heures sur 24, elle gère des protocoles antidouleurs, elle cherche le bon équilibre, notamment avec les produits morphiniques, entre la douleur et la conscience pour permettre à la personne de rester consciente pour ses proches, mais de ne pas vivre dans une douleur trop insupportable. Elle gère aussi, elle s'occupe aussi des questions d'angoisse existentielle à la fin de la vie, de dépression qui est fréquente en fin de vie. Je veux dire, on ne laisse pas, on n'abandonne pas la personne dans cet état-là. Mais la liberté des uns et pas la liberté des autres. Moi, ce que je dis et ce que je crains très fortement, c'est que on débouche sur quelque chose où on ne va pas, évidemment, vous euthanasier de force. Je ne prétends pas ça. Mais en revanche, on se retrouve dans une situation où, quand on voit aussi la situation de l'hôpital public aujourd'hui, qu'on ne me fasse pas croire qu'on va prendre posément le temps d'apprécier la situation psychologique de chacun pour vérifier à quel point il se prononce librement et posément. On sait qu'on est dans un état dramatique aujourd'hui et que
certainement dans des établissements bien dotés, dans des cliniques privées où on a les moyens d'avoir suffisamment de personnel, on pourra prendre ce temps. Mais quand on va se retrouver dans un EHPAD mal doté, dans un hôpital de seconde zone avec des équipes en sous-effectif, la première personne qui dit « j'en peux plus de cette vie-là, j'ai envie de mourir ». Et là, ce matin, je regardais encore une étude sur ce que signifie cette demande. Les soignants soins palliatifs réfléchissent énormément à ça. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « j'ai envie de mourir » on prendra cette demande au pied de la lettre. Et ça... vous voyez, vous me parliez, je voudrais quand même, vous me parliez de ce cas. Moi, j'ai un cas qui m'a aussi énormément marqué, que m'a raconté un médecin en soins palliatifs. On reparle de tout ça après une petite interruption et on continue. Erwan Le Moredec. Et vous avez fait une belle annonce et puis vous avez vu, c'est un débat qui était au cœur de notre société et qui fait évidemment débat. C'est un des débats les plus complexes. Donc vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant d'éteindre la lumière, dit Erwan Le Moredec, avocat dans Fin de vie en République. Alors, vous vouliez donner un exemple, Erwan Le Moredec, avant l'interruption. Vous vouliez raconter, je ne sais pas, une histoire par rapport à ce qui se passe dans le sujet. Que effectivement, on pense à la liberté des uns, mais il y a les autres. Et il y a un cas donc, qui m'avait frappé, qui m'a été raconté par un médecin qui est membre d'une équipe mobile de soins palliatifs. C'est-à-dire que quand il y a un cas très spécifique, enfin un cas où on arrive en fin de vie, on fait appel à des médecins spécialisés qui se déplacent. Il a été appelé parce qu'il y avait un monsieur d'un certain âge qui avait un début de démence, mais qui était surtout dialysé. Et le service s'interrogeait sur le fait d'arrêter sa dialyse. Arrêter sa dialyse, ça signifiait la mort à brève échéance. Il est arrivé dans le service et il s'aperçoit qu'en fait la décision est déjà prise. La famille a pris sa décision, les médecins ont pris leur décision. On lui a demandé de venir en gros avaliser le truc. Lui, il dit « Moi, je prends pas une décision comme ça sans avoir vu le patient. Je vais le voir. » Il va dans la chambre et là il se retrouve face à un monsieur qui se lève de son lit tout naturellement, qui vient à sa rencontre, qui discute un peu, qui lui serre la main et qui lui dit « Docteur, aujourd'hui, je suis heureux. » Et il dit « Bon, d'accord, mais pourquoi vous êtes heureux particulièrement aujourd'hui ?» Il dit « Vous avez vu, ils sont tous là. Ma famille est là, mes enfants sont là, ils sont tous là. » Lui, il ne savait pas qu'ils étaient tous là pour décider qu'il allait bientôt mourir. Et dans l'échange, après, quand ils en ont discuté, est revenu à plusieurs reprises le fait que son épouse était épuisée. Et moi, je lui jette pas la pierre, je comprends, évidemment. Et il me l'a expliqué, quand on est dialysé, ça veut dire plusieurs allers-retours à l'hôpital dans la semaine. Pour une personne d'un certain âge, c'est fatigant aussi. Ça se comprend très bien. Mais un des fils aussi a dit, mais pourquoi on le fait maintenant? Pourquoi on l'a pas fait il y a 6 mois? Pourquoi on le fait pas dans 6 mois? On lui a répondu, mais tu vois bien que ta mère est épuisée. Et donc cet homme, on a arrêté sa dialyse, lui avait dit, moi j'endosse pas, vous avez pris votre décision, s'il faut l'accueillir, je l'accueillerai dans mon service. On a arrêté sa dialyse, il est venu dans son service et est mort 3 jours après. Où était la liberté de ce monsieur? Oui, où était la liberté de ce monsieur? En même temps, ce monsieur a acquiescé. Apparemment. Enfin, il n'a jamais acquiescé à l'arrêt de sa dialyse. Alors, écoutez, mais vous posez exactement le problème, et je crois vous avez raison. C'est-à-dire, mais moi aussi, je crois avoir raison quand je dis, oui, mais où est la liberté de cet homme ou de cette femme à qui on empêche, en toute lucidité, de vouloir mettre fin à ses jours? C'est-à-dire, là, vous aviez d'un côté la liberté de la famille, effectivement, de cette femme épuisée, mais ce n'est pas une raison, je vous rejoins là
là-dessus que pour effectivement terminer un patient qui est mort 3 jours après. Mais où est la liberté, le respect de la liberté d'hommes et de femmes qui, pour des raisons X et Y, alors c'est très difficile parce que effectivement c'est sans fin, parce qu'il y a des gens qui sont déprimés, on sait très bien, on a envie d'en finir parce qu'on est déprimé, parce que c'est terrible, c'est encore autre chose, le suicide, etc. Mais vous dites, en fait, vous êtes pour les soins palliatifs. Vous dites, c'est ça, enfin, pas la solution, mais c'est ça la voie. Oui, parce que ce que je dis, c'est qu'effectivement, la liberté dont vous parlez, elle est respectable, mais on doit voir les conséquences collectives de son choix individuel. Je peux, pour ma liberté individuelle, demander à mourir, mais la conséquence collective, c'est que je risque de mettre en danger d'autres personnes dont la liberté ne sera pas respectée. Pourquoi? Comment, par exemple? Simplement parce que, en fait, il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays qui ont légiféré, légalisé l'euthanasie. Oui. Pour regarder ce qui se passe en Belgique, c'est lamentable. On ne fait que élargir les cas. Aujourd'hui, on parlait de liberté en Belgique, on euthanasie aussi des personnes dépressives. Alors une fois j'ai dit ça sur Twitter, je me suis fait attaquer par la DMD qui m'a dit mais jamais de la vie, aucun pays ne le fait. Il suffit de regarder les rapports officiels. En Suisse aussi? En Suisse, j'en suis moins certain. Eux, ils sont sur le suicide assisté. Mais vous regardez les rapports officiels de la commission de contrôle de l'euthanasie belge, il y a des cas d'euthanasie pour ce qu'ils appellent troubles de l'humeur. Donc, des gens qui ont une schizophrénie, troubles bipolaires, dépression. Et ces gens-là peuvent parfois demander l'euthanasie. Et on les euthanasie. La proposition de loi Falorni qu'on discute en France, oui, elle permet dès aujourd'hui qu'on puisse euthanasier des personnes dépressives. Ça, je pense qu'aucun Français... Non, pour le moment, on n'est pas... Quand elle sera votée, oui, enfin, si elle est votée. Ah oui, vous dites qu'elle permet d'euthanasier des personnes dépressives, oui, s'ils l'ont demandé quand même. C'est eux qui s'ils l'ont demandé, mais c'est une aberration. Enfin, tous les psychiatres vous disent, mais c'est le propre d'une personne dépressive de vous dire « je veux mourir ». Si on commence à prendre au pied de la lettre la demande d'une personne dépressive, on n'a plus qu'à euthanasier tous les patients des cabinets de psychologues et de psychiatres. Et aujourd'hui, cette loi que les députés ont votée en se levant comme si c'était un succès phénoménal, cette proposition de loi, elle prévoit que quand on est atteint d'une affection durable et incurable, mais on voit bien ce qui s'est passé en Belgique, ça a été décidé que ça concernait la dépression, et qu'on a des souffrances physiques ou psychiques. Quand ils disent ou psychiques, ça veut bien dire que même si vous ne souffrez pas, mais que vous avez une souffrance psychique, donc dépression, vous êtes éligible à l'euthanasie. Là, on n'est plus dans une question de liberté. Oui, je ne sais pas. Alors, écoutez, vous faites quand même bon marché de la liberté d'un certain nombre de gens qui, de façon extrêmement sincère et lucide, veulent en finir avec la vie. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que vous parlez effectivement du danger, et très réel, effectivement, d'euthaniser des gens en dépression alors qu'on peut les guérir, etc. Bien sûr. Mais vous faites bon marché, c'est-à-dire que vous éliminez, effectivement, les gens qui disent « Attendez, moi, je veux choisir cela ». Vous dites « Non, vous n'avez pas le droit ». Parce que c'est ça que vous dites, Erwan Le Morendec. Vous n'avez pas le droit de... C'est-à-dire vous tombez dans le travers que vous reprochez aux gens de la loi. Vous dites, interdisons cela complètement. Mais il y a des souffrances terribles de gens qui veulent partir. Et ils ont le droit. Je dis que je préfère courir le risque de laisser des gens en vie que courir le risque de donner la mort à des gens. Quelle vie Quelle vie, Erwan Le Morendec, oui, mais justement, vous parliez des soins palliatifs. Ça aussi, je pense que plutôt que de débattre tous les ans ou tous les 2 ans de l'euthanasie comme si on avait enfin trouvé la solution à ce problème éternel, on devrait se battre pour pouvoir avoir des soins palliatifs partout en France. Et ça n'est pas le cas? Non, on est encore loin du compte. Et moi, je comprends évidemment que quand on n'a pas accès à ce que la médecine sait faire, quand on n'a pas accès aux soins palliatifs, je comprends évidemment qu'on demande l'euthanasie. Mais quand des soins palliatifs convenables sont appliqués, on sait que plus de 90% des demandes d'euthanasie, et encore, ça veut dire de gens qui l'ont demandé, donc c'est déjà 9% de patients en fin de vie qui demandent l'euthanasie. On sait que sur ces 9%, 90% des demandes disparaissent quand les soins palliatifs sont apportés.
Vous êtes sûr de vos chiffres là? Ah oui, totalement. Ouais. D'accord. Il y a même une médecin, je me suis engagé à pas donner son nom, mais une médecin belge qui est dans un service de soins palliatifs, qui pratique des euthanasies. Elle les pratique pas dans son service et elle disait à la personne qui l'interrogeait, non, je le fais pas dans mon service. De toute façon, dans mon service, les demandes d'euthanasie disparaissent. Je veux dire qu'on sait faire quelque chose pour les gens. Il y a les soins palliatifs et il ne faut pas les oublier, et c'est vrai. On va tout de suite reprendre avec les auditeurs de Sud Radio. Et oui, et pour que vous puissiez poser vos questions, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et voilà le moment venu de vos questions à Erwan Le Moredec, et nous sommes avec Manuel qui nous appelle de Paris. Bonjour Manuel. Oui, bonjour Manuel. Oui, bonjour, Monsieur Berkov. Oui. Merci déjà pour l'air frais de votre émission qui est bien agréable. Je voudrais partager avec vous une erreur que j'ai failli faire et que je n'ai pas faite bien sûr. Mon père, à 76 ans, a été frappé d'une tumeur au cerveau et donc a eu une attaque et s'est dégradé en quelques mois d'une façon terrible, jusqu'à devenir un légume qui délirait, reconnaissait très très peu sa famille, disait n'importe quoi et finissait par s'enfuir la nuit à moitié nu dans les rues pour rentrer chez lui, en quittant l'hôpital. Et je voyais dans ses yeux cette énorme douleur de la dégradation qu'il sentait vivre, même si on n'avait pas beaucoup de choses. Et si j'avais eu un bouton sur lequel j'aurais pu appuyer pour éteindre sa vie, je l'aurais fait. Et Dieu merci, je ne l'ai pas fait, et de toute façon, je n'en avais pas les moyens, mais il a eu une rémission au bout de 3-4 mois de descente aux enfers. Il a eu une rémission qui a duré à peu près une centaine de jours, où il a réalisé dans cette période des choses extraordinaire. Il a obtenu d'être élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur comme son père et son grand-père, et ça comptait énormément dans sa vie. Il a repris des communications beaucoup plus humaines avec sa famille parce qu'il avait retrouvé toute sa tête et une partie de sa mobilité. Il a écrit ses mémoires d'enfance, qui est un petit livret, et c'était vraiment des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais eu si, excusez-moi, je suis un peu ému, si on avait appuyé. Et ça a duré, je vous dis, une centaine de jours, et puis ensuite, il est reparti en maison de soins palliatifs, où il s'est éteint tranquillement. Et je me dis, vous dites quelle vie? Eh bien, on ne sait pas quelle vie, justement, peut être. La vie que je voyais dans les yeux de mon père, c'était une vie de légumes, c'était une vie dégradée, d'un homme qui était extraordinairement fort, extraordinairement solide, et qui a le droit, en fait, de prendre cette décision? Moi, évidemment, j'avais pas le droit, mais un médecin l'aurait certainement prise dans un contexte légal qui l'aurait autorisé. Et voilà, et je voulais partager ça avec vous. Non, mais vous faites très bien. C'est ce que vous racontez est très très émouvant et fort. Je pense simplement, vous dites qui aurait eu le droit, mais j'espère qu'il n'y a que lui, s'il y avait ça, qui aurait le droit. C'est qu'il n'y a que votre père qui aurait dû demander. Erwan Le Moredec, effectivement, cette histoire, elle est très forte parce que voilà, on aurait pu dire. Mais dans ses yeux, moi j'ai lu qu'il demandait. Oui, mais très sincèrement, il vous l'a jamais demandé verbalement, jamais. Jamais. C'était un battant. Mourir pour lui, c'était une option qui était à peine sur la table. Défaite. Oui, c'était une défaite. D'accord. Erwan Le Moredec. Évidemment, jusqu'à aujourd'hui, on accepte l'euthanasie que quand c'est à la demande du patient. Absolument. Faut pas l'oublier, encore ça. qu'en Belgique, le président de la société je crois que c'est les soins de fin de vie, enfin pas les soins palliatifs, a expliqué qu'il demandait que soit légalisée la pratique actuelle, qui est que ils euthanasient des patients qui sont en état de mort cérébrale. Mais ce que dit votre auditeur est effectivement extrêmement touchant, et ça rejoint, parce qu'évidemment quand on sort un livre comme ça, des gens viennent vers vous pour vous parler de leurs exemples. Et dimanche, j'ai une amie qui me racontait quelque chose à peu près du même genre. Un ami à elle
dont le père, qui a eu, à partir de ses 25 ans à lui, il a eu la tutelle de son père, qui a été interné en psychiatrie, ressorti, etc. Donc une chose terrible, et qui est arrivé en fin de vie. Et le dernier jour, les dernières 24 heures, il a eu un éclair de lucidité, alors qu'il ne parlait pas. Il ne réagissait plus, il ne parlait plus, il ne faisait rien. Il a eu un éclair de lucidité. Il se souvenait de tout le monde. Il se souvenait de ses enfants, ses petits-enfants. Il a fait un FaceTime avec eux. Il a pu leur dire au revoir. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le livre parce que ça me bouleverse. C'est que la mort est aussi un mystère, le processus est un mystère, et il se déroule des choses à cette période-là que l'on ne peut pas anticiper. Et on peut se rappeler beaucoup de choses de sa vie. Je crois simplement que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il peut y avoir une lucidité extraordinaire à l'heure de la mort, mais encore une fois, voilà, il y a pour moi, ce qui est très important, effectivement, c'est cette liberté aussi de chacun qu'il faut essayer de conserver le plus possible et le plus tard possible. Ce n'est pas hélas possible pour tout le monde, mais Augustin. Merci beaucoup Manuel pour votre témoignage, et maintenant nous sommes avec Ève. Bonjour Ève. Bonjour Ève. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oh, c'est super. Écoutez, voilà, d'abord Monsieur Berkoff, moi aussi je vous dis merci pour vos interventions, pour vos commentaires, souvent logiques et éclairés, et pour la distance que vous prenez pour essayer de respecter la liberté de chacun. Beaucoup Merci, plus intériorisé que parfois d'autres présentateurs. Bon, voilà. J'écoutais donc justement Monsieur Moredec. Oui. Et écoutez, voilà, j'ai eu besoin et envie d'intervenir parce que quand on est en bonne santé, comme Monsieur Moredec, et qu'on a souvent des amis d'amis qui vous racontent qu'un ami a eu son père, sa grand-mère, et qu'il a bien réagi à un moment donné parce que c'était mieux de ne pas le laisser décider de mettre fin à sa vie, je trouve que c'est facile. Je vais simplement vous parler. Moi, je ne déciderai rien pour personne. Peut-être pour moi plus tard, mais ça c'est un autre problème, puis on a un petit peu de temps devant nous. Je vais vous parler d'une personne qui a 80 ans. En l'occurrence, c'est ma sœur, ma demi-sœur. Donc on a un certain nombre d'années d'écart. Ma demi-sœur est atteinte de DMLA, je crois que c'est l'humide, celle qui ne se soigne pas et qui dégénère de jour en jour. Je ne sais plus si c'est la sèche ou l'humide. Enfin bon, celle pour laquelle on peut plus rien faire. C'est une DMLA qui fait que même avec des loupes, vous ne voyez rien parce que les lettres, tout se superpose. Elle est sourde. Alors, elle a des appareillages, mais ça ne marche pas toujours bien, même si elle a mis les moyens pour l'avoir. Elle a une poche parce qu'elle a eu un cancer des côlons, et elle a beaucoup de difficultés à marcher parce qu'elle a eu un problème de dos avec une jambe un petit peu plus basse que l'autre. Donc, ça fait quand même beaucoup d'handicap. Son mari est décédé il y a environ 1 an, et donc mon frère, et depuis, tout se dégrade à un point où elle est entourée, filles, petits-enfants, etc. Il n'y a pas de problème, sœurs, on est plusieurs. On va la voir très très régulièrement, on habite tout près de chez elle. Et elle éclate en sanglots et elle en a assez de vivre. Bien évidemment, c'est elle. Évidemment, on la bouscule en lui disant « mais tu sais, on n'a pas les moyens et ne prends pas de risque. Tu te rends compte si tu t'abîmes une jambe, si tu te retrouves dans une petite chaise roulante, etc. etc. » On n'a pas envie. Et si on parle de ça, on a le cœur qui se déchire, bien évidemment. Bien et ce que je voulais dire, c'est que la loi, si elle dépend de monsieur comme Moredec, ne donne pas, et c'est ce que vous disiez juste précédemment, en l'interrompant ou en le laissant parler, en lui disant quelque chose, la liberté. Si ma sœur a envie d'arrêter cette vie, où elle ne peut plus peindre comme elle faisait,
tricoter comme elle faisait, ou du crochet, même regarder la télévision comme elle est sourde. Avant, elle lisait les sous-titres, mais maintenant, elle ne peut plus les lire et elle ne voit même pas les visages. Elle ne voit pas son propre visage dans la glace. Mais dites-moi, juste un mot, est-ce que elle a manifesté son désir de, ou pas du tout, d'en finir, ou de... Oui. Bah oui, tous les matins, elle dit si je pouvais ne pas me réveiller, c'est tout. Ça va là, après on va la voir, on la fait rire. Bien évidemment, sauter de pas, c'est pas évident. C'est pas si facile que ceux qui décident de la loi en disant on ne doit pas donner la liberté, même aux dépressifs, d'arrêter leur vie. Et pourquoi ? C'est quoi cette société dans laquelle on ne peut pas décider d'arrêter sa vie soi-même avec des facilités, parce que les gens qui se ratent, c'est pas rigolo. Quelqu'un qui se jette sous un métro, c'est vraiment pas drôle non plus. Ève, surtout pour ceux qui restent. On vous a bien entendu, Ève. Merci de votre témoignage. Erwan Le Moredec, qu'est-ce que vous dites à Ève, qui pose quand même un problème qui n'est pas simple et qui n'est pas mince? Une chose déjà, il n'y a pas que moi en bonne santé qui dit ce que je dis. Et de toute façon, les positions sur la fin de vie, c'est quand même globalement tout le temps un débat bien portant. Je porte aussi la parole de soignants, d'une personne comme Marie de Henzel, qui accompagne des gens en fin de vie, des dizaines et des centaines de personnes. C'est leur parole aussi que je porte. Ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, en fait, mais je dois mal m'exprimer, c'est que le choix de laisser cette liberté aboutit partout à des dérives, aboutit partout à des morts qui seront données à des gens qui ne demandaient pas forcément réellement la mort ou qui pouvaient exprimer ce que disent les soignants en soins palliatifs. Ils exprimer un souhait de fin de vie, ça n'est pas demander l'euthanasie. C'est différent. Il y a une marge entre les deux et assimiler l'une à l'autre est beaucoup trop rapide. Et en fait, évidemment que toutes ces situations sont tragiques. On peut pas nier le tragique de l'existence. Malheureusement, c'est notre condition humaine. Donc, on arrivera dans des situations comme celle-là. Mais le fait de passer d'une société qui dit tu ne tueras point à une société qui dit tu pourras tuer de temps en temps sous certaines conditions, c'est pas anodin. Et il se trouvera des gens. Erwan Le Moredec, excusez-moi, là je vous arrête, et là, votre catholicisme, et qui est tout à fait respectable, prend le pas sur votre raison. Non. Oui, tout à fait. Quand vous dites tu ne tueras point, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, vous glissez, c'est peut-être l'avocat, habile avocat, vous glissez d'une chose à une autre. J'ai le droit de me tuer si j'ai envie de me tuer. Vous dites oui, mais ça s'arrête. Mais enfin, au nom de quoi vous parlez pour les autres? C'est là votre problème. Enfin, le problème des gens qui... Moi, ce qui m'énerve, c'est comme au nom de quoi les gens parlent. Moi, je ne peux parler que pour moi, et encore. Mais parler pour les autres, comment vous pouvez décider que tous les gens, ou presque, vous dites les gens qui demandent la fin de vie, en fait, ils ne la demandent pas? Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des gens aussi lucides que vous et moi, aussi intelligents que vous et moi, aussi avancés que vous et moi, qui ont décidé, encore une fois, en toute lucidité. Vous vous dites, oui, tu ne tueras point. Pardon, le tu ne tueras point de Jésus, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle là, vous le savez très bien. C'est celui de Moïse déjà, donc on peut élargir aux civilisations judéo-chrétiennes, et au-delà des civilisations judéo-chrétiennes, l'interdit du meurtre, ça fonde quand même à peu près toutes les civilisations. Moi, je ne nie absolument pas que des gens puissent demander en toute liberté d'esprit, en étant parfaitement sain d'esprit, qui veuillent demander l'euthanasie, qui veuillent demander à mourir, et je le respecte totalement, et il faut entendre ce qu'ils disent, il faut creuser ce qu'ils disent, et je veux bien qu'il reste. Mais est-ce que vous seriez pour une loi qui les empêcherait, ma question est claire, est-ce que vous serez pour une loi qui les empêcherait de pouvoir le faire?
très franchement. Je ne suis pas pour une loi qui autorise l'euthanasie. Aujourd'hui, la loi ne permet pas l'euthanasie. Ouais. Mais ce que je dis, c'est que moi, si je parle pour les autres, je parle pour les plus faibles et les plus vulnérables, pour ceux qui seront sous influence, pour ceux qui effectivement seront conduits à avoir une demande d'euthanasie. Ils pourront peut-être la demander, mais une demande de résignation. Pas une demande. Alors, et ça, il y en a. Il y en a déjà. Alors, moi, est-ce qu'il n'y a pas juste. Après, on fera une petite pause avant de continuer. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et je voudrais quand même juste poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de respecter le reste, c'est pas un jugement de Salomon, là, pour revenir à la Bible et au judéo-christianisme. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que une commission, que des gens, encore une fois, je veux dire, neutres, objectifs au bon sens du terme, et humanistes au bon sens du terme, regardent si vraiment il n'y a pas de pression interne ou de pression externe, enfin, etc., pour regarder cela. Moi, si vous voulez, c'est ce côté de c'est tout ou rien. C'est blanc ou noir. Moi, je crois que vous avez tout à fait raison quand vous dites soins palliatifs, et si on peut sauver des gens et les prolonger, formidable, bien sûr, qui va être contre, mais qu'en même temps, s'il y a des gens en toute lucidité qui décident de partir, c'est évidemment leur droit. C'est une vraie discussion, on la reprend juste après ceci. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 jusqu'à 14h. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on poursuit avec vos témoignages et nous sommes maintenant avec Sébastien qui nous appelle de Besançon. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. Bonjour André, bonjour à votre invité, bonjour à toute l'équipe et bonne année. Ah, moi aussi. Alors moi je voulais faire une petite digression sur le pass vaccinal. Ouais. Je suis papa d'un petit garçon qui est atteint d'une maladie grave. Et donc tous les mois je vais chercher un des médicaments qu'il prend à l'hôpital, à la pharmacie. Puisque c'est un médicament qui bénéficie d'une ATU, donc une autorisation temporaire d'utilisation. Ouais. Et c'est donc un médicament qui n'est accessible qu'en pharmacie d'hôpital. D'accord. Et je vais me retrouver dans la situation, puisque moi je ne suis pas vacciné, dans la situation bizarre, pour ne dire que cela, de devoir aller à l'hôpital, chercher son médicament et de ne pas pouvoir y entrer. Ah oui, parce que vous n'êtes pas vacciné. Parce que j'ai pas de passe vaccinale. Donc vous ne pouvez pas prendre de médicament, le médicament dont qu'a besoin votre fils. Mon fils en vie. Voilà, qui maintient mon fils en vie, très clairement. C'est-à-dire que s'il l'a pas, dans les 24 heures, il est aux urgences en état critique. D'accord. Donc, je sais pas, c'est l'avis peut-être je voulais avoir l'avis de votre invité qui est avocat, enfin qui est juriste. Ouais. Savoir ce qu'il pense de ce genre de situation et puis votre avis aussi et puis en parler quoi. Ouais, c'est une question Erwan Le Moredec, c'est vrai, ce n'est pas le sujet de votre livre, mais c'est intéressant, l'avocat que vous êtes. Voilà un monsieur qui a décidé de raison de ne pas se vacciner et l'hôpital l'empêche effectivement d'aller prendre le médicament de son fils qui est vital pour son fils. Vous seriez son avocat, vous feriez quoi? Déjà, j'aimerais savoir si un soignant ne peut pas sortir de l'hôpital, lui donner le médicament. Et après, je doute que l'on puisse laisser un enfant arriver dans une situation critique sans mettre en cause sa responsabilité. Donc, il y a une question de mise en danger de la vie d'autrui. Je n'imagine pas qu'un hôpital puisse laisser et faire courir un risque vital à un enfant. Donc, oui, bonne question. Justement, dites-moi, mais on ne pouvait pas demander ou quelqu'un... Attendez, deux choses. Moi, j'ai une question, je prolonge ce que dit Erwan Le Moredec. Est-ce que vous n'avez pas autour de vous, pour passer de l'autre côté, quelqu'un de vacciné qui pourra aller chercher le médicament? Et deuxièmement, et surtout, effectivement, il n'y a pas un soignant qui pourrait sortir de l'hôpital, enfin, vous amener le médicament?
Est-ce qu'on vous l'a refusé? Les pharmacies d'hôpitaux, ça fonctionne d'une manière assez protocolaire. Hein. Faut vraiment aller dans l'officine, qui est d'ailleurs pas tout à fait proche. Hein. Notamment à l'hôpital de Besançon, faut aller dans un autre bâtiment. Ensuite, il y a des règles d'attente. C'est des portes avec des lumières rouges, vertes. Vous pouvez rentrer par entrée. Enfin, c'est très très protocolaire. J'ai déjà appelé pour leur demander s'ils pouvaient livrer le médicament. Ils ne peuvent pas. C'est uniquement au guichet en fait de la pharmacie. Ah oui, ils peuvent pas livrer. Après, j'ai pas forcément de famille. Enfin, moi, j'ai pas de famille à Besançon. Oui, je m'occupe de mon petit garçon. Il va falloir qu'à chaque fois, j'aille trouver quelqu'un qui veuille bien, parce que déjà quelqu'un qui aura son passe vaccinal, hein, parce que il y a plein de gens qui ont 2 doses qui ne feront pas la 3e. Il faudra d'ailleurs leur demander à Macron s'ils ne seront pas coupables d'apostasie, ça va. Et donc, je veux dire, c'est pas tenable, c'est pas vivable, une situation où on dépend toujours des autres. Enfin, Non, c'est pas tenable. Enfin, c'est tout à fait. Vous posez un problème assez terrible, c'est vrai. C'est inadmissible. Moi, je rejoins Mourvedec. J'avoue, je ne comprends pas qu'un hôpital, quelles que soient les raisons, puisse, d'une manière ou d'une autre, empêcher un enfant d'avoir un médicament qui le laisse en vie. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est même inqualifiable. Écoutez, c'est l'hôpital de Besançon. Dont vous parlez? Oui, le problème, ça va être que les agents de sécurité vont me bloquer l'entrée, que de toute façon, il va falloir que je négocie, il va falloir que j'appelle, Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le législateur ne prévoit jamais des cas particuliers. Je pense même à quelqu'un qui a un cancer et qui va chercher ses médicaments en pharmacie d'hôpital. Comment vont faire ces gens s'ils ne sont pas vaccinés pour une raison ou une autre? Enfin, je veux dire, c'est pas que mon cas en fait. C'est vraiment. Non, bien sûr que c'est pas que votre cas. C'est vrai que on parlait du législateur et des exceptions. Regardez là, alors on va dire oui, il n'a qu'à se faire vacciner. C'est un peu facile. Je veux dire, il y a quand même un problème. Vous voyez, par exemple, c'est vrai, on fait une loi et ça c'est pas le cas de la fin de vie, mais que entre parenthèses, je recommande le livre d'Erwan Le Moredec parce qu'il pose de vrais problèmes et de vraies questions. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours des exceptions, Erwan Le Moredec, dans la loi? C'est toujours pareil, vous dites la loi est pour tout le monde, c'est vrai. Mais, c'est juste le rôle de la loi en fait. Moi j'y peux rien et si j'y voulais quelque chose je pourrais rien y faire. La loi est d'expression générale, c'est la Constitution l'a définie ainsi. Mais elle peut changer la loi. La loi peut changer, mais dans ce cas-là elle est d'application générale. Elle ne peut pas poser une règle et l'exception en même temps. C'est vrai. Mais regardez ces situations absurdes par exemple dans laquelle on arrive quoi. Oui, mais justement, très franchement, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas de solution à ça. Comme le disait ce monsieur, il y a son cas à lui. Bon, effectivement, c'est peut-être un peu facile de dire qu'il pourrait se faire vacciner, mais si ça mettait en jeu la vie de mon fils dans les 24 heures, je pense que je me ferais vacciner. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que son cas. Il y a effectivement le cas des personnes atteintes d'un cancer, etc. Il n'est pas imaginable qu'en France, on laisse mourir tous ces gens parce qu'on ne les laisse pas accéder à la pharmacie d'un hôpital. Donc là-dessus, il faut, dans ce cas-là, mettre la pression, éventuellement par un recommandé, éventuellement passer par un avocat, poser les choses clairement en disant si je n'ai pas accès à ce médicament, c'est la mort de mon enfant que vous aurez sur la conscience. Ce n'est pas imaginable qu'en France, on laisse mourir les gens. Donc il y a nécessairement une solution. Eh bien, écoutez, on la trouvera, en tout cas, avant d'éteindre la lumière. Fin de vie en République, sur l'euthanasie, sur les soins palliatifs. Erwan Le Moredec, lisez. Et comme tous les jours, vous retrouvez Brigitte Lahaie dans un instant. Sud Radio. Parlons.